Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteure invitée d'Amélie Boivin-Enfield. Je suis toujours en compagnie de mon auteure invitée de cette semaine, Dr. Stéphanie Léonard. Et Stéphanie, j'aimerais ça qu'on commence avec une statistique qui m'a complètement troublée dans l'ouvrage. On dit que 70% des hommes sont insatisfaits de leur corps et 90% des femmes. Oui. C'est beaucoup, hein? C'est énorme, en fait. Et puis, il y a quelques années encore, c'était uniquement les femmes qui étaient plutôt touchées par ce phénomène-là. Et là, maintenant, les hommes nous rattrapent. C'est-à-dire que les hommes aussi sont touchés par ça. Donc, on peut penser que c'est presque tout le monde. Juste des statistiques pour les femmes, en tout cas, c'est très, très élevé, qui vivent d'une manière ou d'une autre une insatisfaction, un malaise avec leur corps. Je trouve que ça parle beaucoup du fait que ce qu'on tente de faire en ce moment fonctionne pas. Je pense qu'il faut changer un peu ce qu'on choisit comme stratégie, parce que je trouve ces statistiques-là un peu tristes, oui. Tu penses-tu qu'on devrait faire des trucs, justement, pour redorer l'image corporelle chez les adolescentes, mettons, dans les écoles secondaires, d'avoir des cours ou des ateliers? Ouais. Définitivement. Je pense que il y a certaines écoles qui vont décider de le faire, mais c'est encore laissé au bon soin de l'enseignant ou de l'école, là. Comme on fait des cours au niveau de la sexualité ou on fait des cours par rapport à d'autres choses, je pense que ça, c'est comme la base parce que c'est étroitement lié à l'estime de soi plus globale aussi. C'est sûr que l'estime de soi corporelle, donc ce qui est plus relié au corps, c'est pas tout, mais c'est une partie importante. Et on sait que chez les jeunes, c'est d'autant plus important parce qu'ils vivent particulièrement la puberté, des changements corporels immenses qui sont inconfortables, on s'en rappelle. On est en constante adaptation, puis c'est pas toujours facile. Et on se compare, et c'est pas tout le monde qui les vit en même temps non plus. Donc, oui, définitivement, je pense qu'il y a beaucoup à faire en termes, de prévention, d'avoir, peut-être que ça fasse plus partie de ce qu'on enseigne aux enfants d'emblée. Mais on n'est pas rendu là, mais je pense que ça va sûrement venir parce qu'on en parle de plus en plus. On espère, parce que moi, je me souviens à l'école, on n'a jamais parlé de troubles alimentaires au secondaire, là. Puis c'est quelque chose qui arrive fréquemment, là. Oui. Puis souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on parle peut-être des fois des troubles alimentaires, puis ça, c'est bien, mais on oublie toutes les autres personnes qui n'ont pas nécessairement un trouble, mais qui sont dans une zone où ils sont très, très mal dans leur peau, puis ces personnes-là sont très, très vulnérables pour développer un trouble, mais ils sont comme pas diagnostiqués ou diagnosticables. Donc, oui, je pense qu'il faut parler des troubles alimentaires, puis il faut parler de tout le reste, le fait de se comparer, le fait de se critiquer, le fait d'éviter de faire certaines activités comme se baigner ou se regarder dans le miroir parce qu'on est trop mal à l'aise. Ça, il y a plein de personnes, de femmes et d'adolescentes et d'adolescents qui font ça. Mais on n'en parle jamais de ces comportements-là. On dirait qu'on n'a pas l'impression que c'est important. Est-ce que tu as l'impression que ça s'améliore ou que ça stagne depuis des années? Je trouve que ça s'améliore. Oui, ça s'améliore, mais lentement. Parce que on se bat quand même contre une industrie qui est très lucrative, qui est l'industrie de l'amaigrissement, de la mode, de tous les produits et de tous les services qui visent à modifier le corps. Ça va de la chirurgie esthétique à l'exercice, justement, il y a plein de choses au truc. Et maintenant, avec Internet, les médias sociaux, c'est encore plus difficile de contrôler ce à quoi les jeunes sont exposés. Alors oui, il y a une amélioration, mais ça se fait très, très lentement parce que cette industrie-là, on dit que l'industrie de l'amaigrissement, c'est 60 milliards de dollars par année en Amérique du Nord. Donc, ça veut donc dire que c'est une industrie qui a beaucoup de pouvoir de publicité, pouvoir de nous accrocher. On peut pas lire un magazine tranquille, j'ai toujours ça. On peut pas se promener sans être un peu bombardé de tous ces messages-là. Donc, à un moment donné, ça fait son chemin, ça. Donc, c'est contre ça aussi qu'il faut un peu se battre. C'est que c'est sûr que les mouvements pour l'acceptation de soi corporelle, puis tout ça, n'ont pas les budgets pour faire justement des pubs. Il y en a, là, comme Dove, le Fonds d'Estime Dove, qui fait des vidéos, qui fait des percutants, là, tu sais, qui viennent un peu nous faire réfléchir, mais il en faudrait ça, là, tellement plus, là. Je me dis, ça ferait du bien d'en avoir plus, là. Des fois, c'est que les gens sont pas encore prêts à ça. Genre, en tant que clin d'œil, qui maintenant met des corps différents à chaque fois, différentes ethnies aussi, puis des fois, les gens réagissent pas bien à ça. Oui, et ça, je trouve ça dommage parce que, comme je disais au tout début, on est vraiment conditionné à aimer un style de corps avec des particularités, la minceur étant un des critères importants, mais aussi la symétrie. En tout cas, il y a toutes sortes de critères là, qui sont associés, qui sont plus appréciés. Alors, je pense que ça vient biaiser beaucoup les gens, c'est-à-dire que il y a beaucoup de gens qui vont dire, ben moi, j'ai rien contre les personnes qui sont en rondeur, tout ça, mais quand je regarde une revue, je veux juste que ça soit beau. Alors, il y a encore cette idée que beau, c'est mince. Oui. Et ça, c'est pas réglé. Alors, ça va en prendre beaucoup plus de magazines et de toutes sortes d'autres choses, d'émissions, etc., qui vont faire un peu ce même choix-là
pour que les plus jeunes, par exemple, maintenant, soient habitués à différents types de corps. Je veux dire, là, on essaie de changer, modifier la perception de gens qui ont grandi avec une exposition à un corps assez filiforme depuis des années. Il n'y avait pas de diversité corporelle. Là, on leur présente la diversité corporelle, puis c'est comme difficile, on dirait. Les gens restent un peu coincés dans leur bon vieux comportement, leur bonne vieille perception. Moi, mon espoir, c'est que les jeunes de maintenant vont avoir vu justement ces corps différents. Donc, l'ouverture va être déjà plus grande par rapport à ça. Et tantôt, tu as parlé de 5 textes qu'on retrouve, des textes d'actualité. Donc, comme par exemple, d'où vient notre obsession pour le corps parfait, les hommes et leur rapport au corps. Ça, c'est rare qu'on en parle. Oui, c'est rare qu'on en parle et c'est devenu, en fait, maintenant, les hommes ont de plus en plus de troubles alimentaires, sont de plus en plus insatisfaits avec leur image corporelle et de la même manière, toute une industrie qui s'est bâtie pour les hommes maintenant. Et puis, on peut le voir, je fais souvent allusion au fait, par exemple, que si on regarde les figurines de super-héros ou même de James Bond, tu sais, le Sean Connery dans les années 70 ou maintenant, ou en tout cas, tous ces personnages-là qui, au départ, étaient des beaux messieurs, mais maintenant, ils sont extrêmement musclés, trop même, ça serait quasiment impossible à obtenir dans la vraie vie, même les petites figurines, les jouets pour enfants, tout ça a changé. Auparavant, c'était vraiment les femmes qui avaient plus de pression au niveau de correspondre à un corps très, très mince et avec certains critères. Maintenant, les hommes vivent ça aussi. Alors, oui, les hommes, c'est surtout la masse musculaire qui est importante, mais maintenant, c'est aussi la pilosité, c'est-à-dire qu'on en veut sur la tête, mais pas sur le corps. On veut que les hommes sentent bon, qu'ils soient beaux, qu'ils soient... Là, ils ont toutes sortes de pressions que les hommes n'avaient pas avant. Alors, je trouvais ça important d'en parler. Puis, quand j'ai fait justement les entrevues pour le livre, je voulais vraiment avoir des hommes. Je me suis dit, mon Dieu, est-ce que j'en ai avoir 2 sur 30? Finalement, j'en ai eu 11. J'étais super contente. Des hommes très différents aussi. Donc ça, je trouvais ça vraiment chouette que des hommes aient accepté parce que souvent, c'est encore... l'image corporelle, c'est encore associé malheureusement à un sujet de féminin. Quand ça l'est plus, là, c'est autant masculin que féminin. Alors, je trouvais ça important de parler de ça, oui. Et souvent, tantôt, on a parlé de troubles alimentaires. Et souvent, quand on parle de ça, on parle souvent des femmes. Mais il y a beaucoup de garçons quand même qui sont touchés par ça. Oui, on pensait avant que c'était presque uniquement des femmes, puis on se rend compte, en fait, qu'il y a de plus en plus de garçons. Là, les statistiques sont vraiment en train de changer. Et ça a été un cercle vicieux parce qu'on pensait que c'était plutôt les femmes, je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui se sont empêchés probablement d'aller consulter ou de reconnaître que peut-être ce qu'ils vivaient, c'est un trouble alimentaire parce qu'ils se sont dit, mais c'est un problème de fille, je peux pas avoir ça. Et dans les études, même jusqu'à il y a quand même quelques années, il y avait principalement des femmes uniquement dans les études. Tout ça. Fait que c'est comme un cercle vicieux, on a moins de données, moins de statistiques, moins de savoir, parce qu'il y a quand même des différences au niveau de la présentation des troubles alimentaires chez les hommes. Alors là, on en voit de plus en plus. Et là, heureusement, ils viennent de plus en plus en traitement, puis il y a toutes sortes de moyens pour eux d'aller chercher de l'aide, là. Et qu'est-ce que tu dirais à un parent qui nous écoute et qui pense que son enfant a une mauvaise image corporelle de lui-même pour justement le redorer? Je pense qu'il faut ouvrir une discussion. Des fois, il y a des occasions là, qui se présentent. Là. Je dis toujours que ce soit à un moment donné où notre enfant va passer un commentaire un peu négatif sur lui-même ou sur elle-même. Ah, on l'accroche, dire ah oui, qu'est-ce que tu ressens, comment tu vois ça, et depuis quand tu te sens comme ça. Ou des fois, tout simplement, on est assis devant la télévision puis il y a une vidéo d'une chanteuse à moitié nue. Et là, c'est un peu choquant. On va dire, qu'est-ce que tu penses de ça? Toi, qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce que ça dit? Et s'intéresser à ce que nos enfants s'intéressent, leur musique, les émissions, tout ça, c'est par là que ça va passer. Je pense qu'il ne faut pas s'asseoir là, puis avoir l'espèce de conversation là, dans le blanc des yeux. Dans le blanc des yeux. Ça, souvent, avec un ado, surtout, ça marche un peu moins bien. Alors, je dirais ça, c'est la première chose. Puis, si on se doute qu'il y a un problème, je pense qu'il faut nous-mêmes aller s'éduquer. Il y a ANEB Québec, qui est un organisme qui offre du soutien, de l'information aux parents, aux gens qui souffrent d'un trouble alimentaire, aux proches. Il y a une ligne d'écoute, il y a des groupes, il y a des suggestions de lecture, ils ont un beau site Internet. Je pense qu'en tant que parent, c'est d'aller chercher des outils pour essayer d'aider notre enfant pour voir jusqu'où ça va. Puis c'est certain que s'il y a un problème, ben là, peut-être aller consulter ou chercher une ressource, mais c'est d'ouvrir la discussion, essayer d'en savoir plus. Parce que souvent, si notre enfant va dire « Ah, je me trouve gros », notre réaction va dire « Ben non, t'es pas gros, voyons donc, t'es beau ». Puis ça, là, c'est bienveillant, là, mais ça part d'une bonne intention, mais malheureusement, ça fera pas le même travail qu'une discussion un peu plus en profondeur pour voir qu'est-ce que notre enfant ressent réellement. Et Miroir, est-ce que ça t'a donné envie d'en écrire un autre? Un autre livre? Mon éditrice aimerait ça.
Ça a été un gros projet, Miroir Miroir, parce que j'ai comme, tu sais, tout fait du début à la fin. J'y tenais. Faire les entrevues, céduler tout le monde, tout ça en gardant mon travail, tout ça. Fait que ça a été un grand projet, une aventure incroyable. Ça a pris combien de temps? C'est ça, c'est que je me suis pas donné beaucoup de temps. Moi, je me suis donné, ça a pris, je veux dire, j'ai commencé à faire les entrevues en janvier, puis le livre est paru en octobre. Donc, c'était vraiment, c'était un peu intense comme histoire. On a fait toutes les photos, j'étais là, toutes les shootings photos, j'y tenais, tu sais, pour le contact avec les gens, tout ça. Là, j'ai eu beaucoup de demandes pour faire des ateliers, un peu, pas des groupes de thérapie, là, des ateliers en lien un peu avec le livre, le mieux vivre avec son corps, tout ça. Alors là, je suis plus à travailler là-dessus. Pouvoir offrir, j'ai plusieurs invitations, tout ça. Alors, monter un petit atelier là où les gens pourraient venir en, disons, 2 heures, chercher un peu des trucs peut-être un peu plus personnels, parce que le livre, c'est quand même général. Il pourrait avoir un certain partage aussi. Alors là, je suis plus là-dessus. Mais je dis pas non à un autre livre, mais pas tout de suite. Là, j'avais comme besoin de repos et peut-être d'aller m'imprégner de d'autres choses, puis peut-être avant de repartir sur un autre projet. Mais j'ai beaucoup aimé cette aventure-là. Et tu parles d'atelier, quand ça va avoir lieu, est-ce que les gens vont être informés? On pourrait suivre ça, quoi, sur le site Internet? En fait, on a une page Facebook qui est Vivre avec son corps. Et puis, ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'on l'alimente, depuis l'apparition du livre, on l'alimente avec toutes sortes d'articles, d'actualités, ou toutes sortes de choses qui sortent d'études et tout ça. Très, très régulièrement, à chaque semaine, j'ai quelqu'un qui s'occupe de ça, Mylène, qui est excellente. Alors, ce qui arrive, c'est qu'on voulait donner aux gens aussi un endroit où ils pouvaient aller avoir de l'information sur ce thème-là. Donc, c'est probablement par là qu'on va le publiciser, puis sur mon site Internet aussi. Donc, ça, je vais en parler. Ça, c'est certain. Puis ça, j'ai très, très hâte. Ça va me donner un contact avec les gens. J'ai beaucoup de beaux commentaires là, que les gens m'écrivent et tout ça. Je pense que les gens, il y en a qui sont... Ça les fait réfléchir, ils sont touchés. Alors, ça va me permettre d'avoir un contact avec les gens plus direct aussi, là. Si tu me permets, Stéphanie, on s'arrête et au retour, on va parler de ton coup de cœur littéraire. Parfait.